Merci à vous, Annette Vivorca, d'avoir accepté de revenir au CML. Vous étiez venu en octobre 2019 pour nous parler du drame des époux Bach, qui a fait l'objet d'un livre intitulé « Triste grossesse ». C'est un formidable travail d'historienne, attentive comme vous l'avez toujours été, au destin individuel pris dans l'étau de l'histoire. Notre thème annuel des grands bouleversements se devait d'aborder ceux qui se produisent à grande échelle, mais ceux aussi qui se produisent au niveau individuel, voire intime. Nous avons donc pensé que votre propre histoire, objet d'un livre intitulé Mes années chinoises, paru chez Stock dans la collection Puissance des femmes, dirigée par Laura Adler, aurait toute sa place dans notre programme. Je vais laisser la parole à Daniel Laurent pour présenter votre parcours dont vous dites que vous n'avez pas de carrière, mais on peut et on doit sourire, car nombre d'intellectuels et de chercheurs s'honoreraient d'avoir votre carrière. Vous n'avez peut-être pas avancé comme tout le monde, et c'est tant mieux pour nous et pour l'histoire avec un grand H. Je rappelle simplement qu'en 2023, les rendez-vous de l'histoire vous ont confié la très prestigieuse leçon inaugurale. Alors, nous sommes très honorés et très heureux de vous recevoir. Merci pour votre attention. Est-ce que ça marche? Oui. Ça marche. Bonjour Annette Vivorca. Tout près. Vous êtes historienne et spécialiste de l'histoire de la Shoah et des Juifs au XXe siècle. Vous avez travaillé notamment sur le procès de Nuremberg, Adolf Eichmann, la découverte des camps en 1945, les Juifs polonais. On connaît moins votre engagement pour le mouvement maoïste qui vous fait partir en Chine comme enseignante entre 1974 et 1976. À votre retour, vous publierez l'historique de Chine, mais ce livre ne vous libérera pas de votre malaise. Vous revenez en 2021 sur cette période avec un second livre, Mes années chinoises. En 1958, le grand bond en avant, lancé par Mao Tse-tung, était basé sur la sidérurgie. Il se soldera par un échec et une famine faisant plusieurs dizaines de millions de morts. En 1966 débute la révolution culturelle, qui organise dans le pays des expéditions punitives. Ces deux périodes douloureuses restent encore présentes à l'esprit des Chinois lorsque vous arrivez en 1974. Au milieu des années 70, la Chine est encore pauvre et elle s'est repliée sur elle-même. Elle a érigé la commune comme modèle de développement. Ce modèle supprime la propriété individuelle, organise collectivement le travail et tourne le dos à la structure familiale. Le pays a par ailleurs beaucoup démoli, faisant disparaître une partie de son passé. Alors que vous avez milité au sein des amitiés franco-chinoises, vous arrivez sans rien connaître de la Chine et du communisme. Mais au bout de 2 années, vous constatez que vous ne pourrez pas vous intégrer dans le pays. Ce qui vous heurte dès votre arrivée, c'est le soupçon et la distance que les Chinois manifestent à l'égard des résidents étrangers. La communication reste le plus souvent superficielle, même au sein des structures éducatives. Des rapports sont rédigés sur chaque résident et chaque Chinois qui vous rend visite doit en faire un. Les manuels scolaires et le dictionnaire bilingue auquel vous participez sont strictement surveillés. Ce qui n'est pas conforme est supprimé. Le régime dissimule la réalité, ne publie pas de statistiques fiables, interdit la presse étrangère et les photographies et n'admet de journal que le quotidien du peuple. Les camps de rééducation par le travail existent déjà, mais vous n'en avez pas connaissance. À votre retour en France, vous subissez un choc. Votre métier d'enseignante, la vie quotidienne, la vie conjugale, tout s'écroule. Et ce choc vous fait penser au suicide. L'aveuglement qui fut le vôtre, la déception et l'échec que vous avez ressenti, il vous faudra du temps pour vous en rendre compte et beaucoup plus pour vous en remettre.
Le paradoxe le plus significatif, c'est que vous étiez parti servir un régime totalitaire alors que votre propre famille a été victime d'un autre totalitarisme. Vous retournerez cependant en Chine à plusieurs reprises, en 1977, en 2008, en 2019. Est-ce que vous avez réussi à vous réconcilier avec vos années chinoises? Comment regardez-vous la Chine aujourd'hui? Est-ce que vos travaux sur la Shoah et la prise de conscience de votre judéité ont modifié votre regard sur votre engagement et sur vous-même? Est-ce qu'un engagement aussi intense que celui qui fut le vôtre est encore possible aujourd'hui? Nous aimerions vous entendre sur ces questions. Pour conclure, j'aimerais vous citer « L'illusion est destructrice et le mensonge conduit à la mort ». Je vous laisse la parole. Quelle introduction! C'est vrai que mes années chinoises, sur lesquelles... Vous m'entendez? Non, il n'est peut-être pas branché. Il faut que ce soit vert. Pardon. Oui. Ah, là c'est rouge. Vert. Il faut qu'il soit vert? Oui. Oui, voilà, c'est vert. Bon, c'est vrai que mes années chinoises sont assez loin maintenant, puisqu'elles ont quasiment un demi-siècle, que ce livre, Mes années chinoises, est paru en 2022, mais en fait, il était prêt 2 ans avant, mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous avons eu le Covid, et le Covid a détraqué beaucoup de choses, et notamment la sortie des livres, si bien que depuis les années chinoises, j'ai écrit un autre récit qui est Tombeau, autobiographie de ma famille, dans lequel je suis revenu sur les itinéraires qui ont été ceux de mes grands-parents maternels, paternels et de mes parents, et que là, ces jours derniers, ma tête est énormément occupée par autre chose que la Chine, qui est la question de la panthéonisation de Méliné Missak Manouchian, le 21 février prochain, et j'ai réfléchi et écrit un tout petit texte. Du temps des années chinoises, on aurait appelé ça une brochure, maintenant on appelle ça un libelle, qui s'appelle Anatomie de l'affiche rouge, et qui revient sur la façon dont a été construite à la fois l'affiche, puis le groupe Manouchian, puis comment l'affiche a été nommée affiche rouge, la première fois en 1959 par la chanson de Léo Ferré, et comment par cette espèce de construction de mémoire faite d'abord par les nazis quand ils font leur affiche, et le procès de 23 terroristes, entre guillemets, dont 10 qui sont mis sur l'affiche, puis ensuite quand le Parti communiste décide de constituer le groupe Manouchian en nommant la rue, puis Léo Ferré en écrivant la chanson sur les vers du poème de Louis Aragon qui s'appelait Strophe pour se souvenir, a constitué un objet de mémoire, une sorte d'icône qui maintenant entre au Panthéon avec un rapport un peu flou avec la réalité historique. Mais vous êtes venu pour la Chine, je vais donc essayer de revenir quand même à la Chine. Malgré tout, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sorte de cohérence dans tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire un intérêt pour le communisme. J'ai fait une grosse biographie, Maurice Jadet, biographie du couple Torres, qui m'a occupé 5 ou 6 années,
et un autre ouvrage, ça s'appelle Ces Juifs résistants communistes, sur les résistants juifs de la main-d'œuvre immigrée, et maintenant ce libelle. Et quand je regarde avec le recul qui est le mien, je vois comment toutes ces choses-là s'entrelacent. Alors, nous sommes partis en Chine, nous, c'est-à-dire Roland, avec qui j'étais marié, Nicolas, qui à l'époque avait 3 ans. Nous sommes partis en Chine en août-septembre 1974 et nous sommes revenus de Chine en fin août 1976, quelques jours avant la mort de Mao Tse-tung. Il n'y a pas de lien entre la mort de Mao Tse-tung et notre retour. Je le précise tout de suite. Donc nous avons passé 2 années en République populaire de Chine, dans une ville qui s'appelait à l'époque Canton, mais qu'on appelle maintenant Guangzhou. C'est le nom chinois qui est rentré en usage. Nous étions les seuls Français et nous enseignions le français dans un institut des langues étrangères, de la province du Guangdong, qui est donc la province où se trouve la ville de Canton, à des étudiants chinois. Quand nous sommes revenus de Chine, j'étais militante aux amitiés franco-chinoises et j'écrivais des articles et on m'a demandé de contribuer, on s'est demandé, parce qu'on n'était quand même pas, c'est quand même pas le Parti communiste avec un comité central, enfin on n'était pas si nombreux que ça. On m'a demandé d'interviewer un couple, Joris Evans et Marceline Evans-Loridan. Pourquoi les interviewer eux? Tout simplement parce qu'ils revenaient d'un très long séjour en Chine où ils avaient tourné un film de 14 heures qui s'appelait « Comment Yukong déplaça les montagnes » et qui était en fait un film constitué de plusieurs films et qui était une apologie de la révolution culturelle que les Chinois n'appellent pas la révolution, mais la grande révolution culturelle prolétarienne. Pour les Chinois et dans l'historiographie chinoise, il y a 1949, la création de la République populaire de Chine, qu'ils appellent la libération, et il y a la révolution, qui est la révolution culturelle. En 1974, quand nous arrivons, nous sommes dans les 2 dernières années, on ne sait pas à l'époque, mais les 2 dernières années de la révolution, de la grande révolution culturelle prolétarienne, puisque l'historiographie chinoise, comme vous l'avez rappelé, date le début de la révolution culturelle de 66 et date la fin de la révolution culturelle de 76, c'est-à-dire de ce qui s'est passé après la mort de Mao Tse-tung, c'est-à-dire la chute de ce que les Chinois appelaient la pente des 4 avec Jiang Xing, l'épouse de Mao, le retour au pouvoir de Deng Xiaoping et le début de la modernisation de la Chine qui s'est accompagnée pendant un temps d'une certaine libéralisation à laquelle Xi Jinping, l'actuel président, est en train de mettre fin. Enfin, pas lui tout seul et pas que lui, puisque c'est un processus qui a commencé avec les événements du 4 juin 1979, qui sont les manifestations étudiantes réprimées dans le sang sur la grande place, la place de la paix céleste, la place Tiananmen à Pékin. Donc moi je vais interroger Joris et Marceline. Comme on disait, on les appelait par leur prénom. Joris Evans, c'était un personnage extrêmement intéressant. C'était un grand documentariste qui appartenait à ce mouvement
de documentariste né autour d'un soviétique qui s'appelait Dziga Vertov, qui pensait que le documentaire avait aussi une fonction de révélation du réel qui permettait de transformer le réel. Ça continue d'ailleurs d'exister. Vous avez une branche du documentaire qui pense qu'il joue un rôle d'éveil politique dans la société. Et il avait fait un film sur la guerre d'Espagne, un film sur les ouvriers du borinage, et il avait été en Chine dès les années 30 en tournant un film qui s'appelle 400 millions de Chinois. Vous voyez, on en est loin, on est à 4 fois plus aujourd'hui. Et c'est lui qui avait offert à Zhou Enlai. Zhou Enlai, c'était le ministre des Affaires étrangères, enfin c'était avec Mao l'autre grand homme politique, la première caméra chinoise qui se trouve maintenant au musée de la Révolution, elle avait été donnée par Joris Ivens. Joris Ivens était communiste et il est mort communiste. Et il avait une trentaine d'années de plus que Marceline. Marceline était beaucoup moins structurée politiquement, structurée en général. Son autobiographie, elle l'a appelée Ma vie Balagan. Balagan en hébreu, ça veut dire bordélique, enfin désordonné. Voilà. Donc elle était beaucoup moins structurée, mais elle accompagnait Joris dans cette aventure, et elle l'avait accompagné avant dans l'aventure qui était le tournage de films sur le Vietnam. Donc, si j'ai expliqué cela, c'est parce que quand j'ai été interviewé Marceline au début septembre 1976, il faisait chaud, elle était en chemisette, et j'ai enregistré dans mon subconscient qu'elle avait un numéro tatoué sur le bras. Et quand on s'est liés d'amitié pendant quelques années, après on s'est perdu de vue, et quand j'ai retrouvé Marceline, elle était plus maoïste, elle était survivante de la déportation, amie de Simone Veil, et je suppose que certains d'entre vous ont lu ses livres, ou l'ont vu à la télévision, ou ont vu son film qui s'appelle La petite prairie au boulot. Donc, si je dis cela, c'est pour montrer aussi qu'il y a des époques, et que l'époque maoïste que j'ai partagée, c'est une époque qui était partagée avec d'autres, et qui s'inscrivait dans tout ce mouvement de fascination pour les révolutions qui ont commencé, qui est particulier à la France, très probablement à cause de la révolution de 89, et qui fait qu'il y a, notamment chez les intellectuels ou chez les artistes, une fascination et une attirance pour les révolutions. La révolution bolchevique d'abord, la révolution russe, et le lien avec l'Union soviétique a été au cœur de la création du Parti communiste, qui était Parti communiste SFIC, section française de l'Internationale communiste, comme ça que s'appelait le Parti communiste. Et puis après, il y a eu pour certains la tentation cubaine, pour d'autres la tentation chinoise, Hugo Chavez, et j'ai envie de dire, sans vouloir rentrer du tout dans les détails, qu'il y a une admiration pour le Hamas qui est aussi du même ordre, puisqu'on vous dit que c'est un mouvement porteur de révolution. Alors, dans ma génération, et j'en ai dit juste un petit mot avec Joris et Marceline, ce qui a été déclencheur, ça a été vraiment la guerre du Vietnam. Partout, en France, partout dans le monde, sur les campus américains, en Allemagne, ça a été un mouvement d'indignation de la jeunesse face à l'intervention américaine
au Vietnam, face aux bombardements dont étaient l'objet les villages vietnamiens, face à l'usage du napalm, et tout le monde a en tête cette photo de la petite fille nue qui court, et c'est ça qui a fédéré le mouvement étudiant partout en Europe et en Amérique, aux États-Unis. En France, ça a pris une forme un peu particulière parce qu'il y a eu deux mouvements qui se sont créés. Un mouvement qui s'appelait le Comité Vietnam National, qui était lié au Parti communiste et qui réclamait paix au Vietnam. Et il y avait un mouvement qui était lié déjà aux maoïstes, qui était le mouvement des comités Vietnam de base, et dont le slogan était « FLN vaincra ». Pas tout à fait la même chose. Et par des hasards, moi je me suis trouvé embringué dans les comités Vietnam de base. Alors je dis tout de suite ce que j'appelle un hasard. J'étais révolté, je suis resté longtemps, là je me calme, mais il ne faut pas grand-chose pour que de nouveau je me sente révolté. J'étais révolté et je serais rentré dans un mouvement. Mais peut-être que j'aurais été chez les trotskistes, peut-être que j'aurais été chez autre chose que les maoïstes. Le maoïsme, c'est lié à des rencontres amicales qui fait qu'on vous dit, viens chez nous et vous y allez. Donc mon premier acte, ça a été d'entrer dans ce mouvement des comités Vietnam. Et on disait que la lutte du peuple était invincible et qu'il suffisait de croire pour pouvoir. Alors je vais raconter une anecdote parce qu'elle m'avait vraiment beaucoup frappé et que je la trouve très représentative. J'habitais à l'époque en banlieue. J'habitais à Hermont, en banlieue parisienne. Quand on est parisien, on a toujours du mal à penser que tout le monde n'est pas parisien. J'en suis désolé. J'habitais à Hermont, qui est dans le Val d'Oise, et j'étais avec des amis qui étaient dans le même mouvement, et on attendait un train à la gare d'Enghien-les-Bains. Et il y en a un qui dit, voilà, si tu es au volant d'une voiture et que tu fonces sur un mur et que tu crois vraiment que tu as traversé le mur, tu le traverses. Seulement, on n'a jamais pu faire vraiment l'expérience parce qu'au dernier moment, il y a un doute. Et je trouve que c'est très représentatif de la croyance et la croyance politique. Et sur la question du Vietnam, donc alors je vais quand même préciser que j'étais très jeune, je n'étais pas une intellectuelle, j'étais étudiante, ensuite à 20 ans, je venais d'une famille modeste, cultivée mais modeste, c'est très particulier ce type de famille, parce que c'est pas la misère intellectuelle, c'est pas la misère affective, c'est juste la pauvreté. Et j'ai très vite voulu gagner ma vie. Donc à 20 ans, j'étais maîtresse auxiliaire dans un collège à Hermont. Donc je travaillais déjà. Et je n'étais pas du tout une intellectuelle. Je reviendrai sur la question des intellectuels. J'ai fait ma première manifestation, mes premières manifestations. Et une manifestation qui voulait atteindre l'ambassade des États-Unis. C'est-à-dire que le but de ces manifestations de dénonciation de la guerre au Vietnam, c'était l'ambassade. Et on était donc des petits groupes, les heurts ont été un peu violents, et j'ai vu pour la première fois du sang qui coulait du crâne d'un manifestant qui avait été matraqué. Je ne sais pas s'il a été matraqué par le PCF, qui n'aimait pas trop les Mao, ou si il a été matraqué par la police qui surveillait les abords de l'ambassade. Mais c'était pareil, on avait aussi gagné, parce qu'on avait réussi à approcher de l'ambassade. Donc il y avait cette idée d'une sorte de toute-puissance, et cette toute-puissance, on la retrouvait chez des intellectuels
qui étaient tous des Normaliens de la rue d'Ulm, Robert Linhart, Jacques Breuil, donc ceux que notre pays compte d'intelligence les plus distingués. Et c'est eux qui ont créé ce mouvement qui s'appelait l'UJCMF, Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, qui a été le grand mouvement Mao en France et dans lequel je me suis retrouvé pendant mai 68. Alors ce mouvement était très particulier parce qu'il trouvait que les étudiants, dont on était tous d'ailleurs, soit les Ulmiens, soit plus modestement, à la Sorbonne, hein, pas dans les grandes écoles, on était tous des intellectuels, enfin pas des intellectuels, c'est pas le mot, mais on était des étudiants. Et eux pensaient qu'il n'y avait que la classe ouvrière. Donc, pendant que les étudiants manifestaient au quartier latin, le JCML allait aux portes des usines. Et je suis allé avec le JCML, j'avais 20 ans hein, à l'époque, hein, je suis allé avec le JCML à pied de la Sorbonne aux usines de Renault-Billancourt. Je ne sais pas si vous vous souvenez du slogan, on disait à l'époque, quand Renault éternue, la France s'enrhume. Maintenant, il n'y a plus d'usine Renault. À la place, il y a. Enfin, vous regardez le portail quand même, mais à la place, vous avez la Boulogne-Billancourt, des immeubles, des jardins, un certain nombre de choses. Donc on est arrivé parce que, comme nous disions, nous devions remettre le drapeau des frêles mains des étudiants à la classe ouvrière. La classe ouvrière ne voulait pas de notre drapeau, donc quand on est arrivé, les grilles étaient fermées. Mais moi, j'ai eu un flash qui m'a rappelé, ce que je n'ai pas vécu, mais le Front populaire. Et à ce moment-là, j'étais étudiante en lettres. À ce moment-là, j'ai dit, la littérature, ça ne vaut rien, il n'y a que l'histoire. Et en dehors de mon engagement maoïste, j'ai commencé des études d'histoire. Donc c'est pour vous tracer un peu le contexte. Le contexte, c'était que le mouvement était du côté du maoïsme, du côté de la révolution culturelle, avec les slogans de la révolution culturelle, oser se révolter, c'était les slogans, et avec en plus une esthétique, le petit livre rouge. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont vu le film de Godard qui s'appelle La Chinoise. Donc il y avait en plus une sorte d'esthétique, il y avait la mode d'école Mao, et puis vous aviez tous les grands intellectuels, ou presque. Simone de Beauvoir, pour laquelle j'ai une grande passion, hein, malgré ça, à cause du deuxième sexe et à cause du rôle qu'elle a joué pour les femmes. Simone de Beauvoir était allée en Chine, elle avait écrit un livre qui s'appelle La Longue Marche. Vous aviez un correspondant du Monde qui s'appelait Alain Bouc, qui ne parlait que en bien de la révolution culturelle. Donc il y avait tout ce mouvement, et c'est dans ce mouvement qu'on a été pris. Alors certains d'entre vous ont peut-être vu, ou peuvent le regarder sur LCP, le documentaire sur un sinologue qui s'appelle Pierre Ryckmans, mais qui a écrit ses livres politiques sous le pseudonyme de Simon Less. C'est un pseudonyme qu'il a emprunté à un personnage d'un roman inachevé d'un très grand écrivain qui s'appelle Victor Ségalen. Donc il a emprunté ce pseudonyme à Victor Ségalen. Et Simon Less prêchait dans le désert. Il publie un livre que je n'avais pas lu, Les habits neufs du président Mao, et il explique en fait que quand Mao lance la révolution culturelle, c'est parce que il risque de prendre le pouvoir et qu'il mobilise la base. Et vous avez très bien résumé ce qui s'est passé en Chine, dans l'histoire de la Chine depuis 1949, depuis le 1er octobre 1949, la libération. C'est-à-dire cette succession de périodes un peu calmes, où le pays se reconstruit un peu, et de grands mouvements.
Et effectivement, de 58 à 61, vous avez eu ce mouvement qu'on a appelé le Grand Bond en avant, qui était destiné à rattraper l'Angleterre économiquement en créant les communes populaires, c'est-à-dire en collectivisant toute l'agriculture dans ce cadre-là, en effaçant les différences entre ville et campagne, c'est-à-dire en installant à la campagne des petits hauts fourneaux censés faire de l'acier qui permettrait de faire décoller le pays. Et ça a été une catastrophe, avec une famine qui a fait des dizaines de millions de morts. À l'échelle de la Chine, on est toujours dans des millions, hein, mais ça a été quelque chose d'effrayant, avec les morts de faim. Et moi, ça me fait toujours penser à la grande famine en Ukraine, ce que l'on appelle l'Holodomor. C'est la grande famine à l'époque de Staline qui a fait en Ukraine l'équivalent des morts en Chine. D'autant que la Chine n'a pas eu de chance. Il y a eu des grandes intempéries, comme la Chine en connaît parfois. Et surtout, et aussi, la rupture avec l'Union soviétique, le retrait des techniciens soviétiques qui avaient aidé à l'industrialisation de la Chine. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que nous partons en Chine. On avait fait un premier voyage en 1970. C'était une distinction d'aller en Chine, puisque personne n'y allait. Donc c'était quelque chose qui était tout à fait exceptionnel. Et on part fasciné par la propagande chinoise et par cette idée qu'on va résoudre les oppositions entre intellectuels et manuels, entre ville et campagne, et créer un homme nouveau qui ne serait que plein de diverses qualités. Alors, je vais dire quelques mots sur le séjour que l'on a fait. On était très peu d'étrangers en Chine à l'époque. La Chine est un pays, j'ose le dire, excessivement xénophobe et raciste. En octobre, le 5 ou 6 octobre, mon frère Michel, Anne Chang, professeur au Collège de France, et moi-même, nous organisons un colloque sur le racisme en Chine. Parce que dans notre pays, on est toujours prêt à battre notre coulpe sur notre xénophobie et notre racisme, mais on ne voit jamais que ceux qui sont victimes du racisme, un racisme anti-chinois, anti-vietnamien, sont des pays qui peuvent aussi l'être beaucoup. Donc la Chine était fermée, le caractère chinois qui fait Chine, Zhong, c'est le milieu, ça veut dire que la Chine est au centre du monde et entourée de barbares. Et que nous autres blancs, dont le système pileux est plus développé que celui des Chinois, ce qui nous rapproche du singe, dans la culture populaire chinoise, nous sommes des longs nez, nous sommes des diables au long nez, et à cet égard-là, il y a de la méfiance. La période chaude de la révolution culturelle, les étrangers ont été mis dehors. Et très peu d'étrangers sont revenus pour faire un travail que j'appellerais un travail de lecteur, en fait, de professeur, de lecteur. Nous étions des experts étrangers, comme on nous nommait. Nous n'étions pas des expats. Ça veut dire qu'on ne gagnait rien. On avait des salaires qui étaient plus élevés que les Chinois, mais on n'a pas fait des fortunes comme le font les expats. Et on n'avait qu'un seul rêve, c'était de vivre comme les Chinois. Donc on a vécu 8 mois dans un hôtel, et ensuite on a réussi à aller habiter dans le campus. On a réussi à aller faire les travaux des champs avec les étudiants, et j'ai réussi à aller travailler à la filature de soie. Parce que dans la révolution culturelle, les étudiants devaient être des étudiants paysans, ouvriers, soldats, qui n'étaient plus recrutés
par des examens, mais qui étaient choisis par les unités où ils travaillaient, et qu'ils devaient être partiellement, par période, rééduqués. Les gens devaient être rééduqués pour devenir des hommes nouveaux. Alors, cette expérience, maintenant, elle m'est un peu étrangère, à moi-même aussi. Mais on travaillait, c'est-à-dire on donnait des cours aux professeurs et aux étudiants. Et puis on était très attentifs à ce qui se passait. Et très vite, tout de suite pratiquement, on s'est rendu compte que la Chine rêvée n'était pas la Chine réelle. Et très vite, on a été choqués par un certain nombre de choses. La dévotion à l'égard de Mao Tse-tung, c'est-à-dire tous les étudiants réunis sur le stade, avec la statue de Mao, et tournés vers Mao comme on est tourné vers, je sais pas, la Mecque ou vers voilà, ça. La délation, et notamment comment on apprenait aux enfants à dénoncer les parents. On avait un couple d'amis qui était à Shanghai, et les filles les avaient dénoncés pour boire de la bière, ce qui était bourgeois, donc on n'a pas été dupes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut être clivé, c'est-à-dire comment il y a tous les doutes pour qu'on se rende compte que le roi est nu. C'est un peu, d'ailleurs, si on laisse reprendre cette histoire, c'est un peu l'histoire de l'empereur à qui on fait, c'est un conte d'Andersen, je crois, à qui on fait le Tisavi, et c'est le petit enfant qui dit mais il est nu. Donc il faut beaucoup de temps pour se rendre compte de tout ça. Alors, en réfléchissant un peu plus, je pense que pour le meilleur et pour le pire, des générations, et notamment des générations d'historiens, je viens de lire le petit livre que vient de publier Michel Perrault à CNRS Éditions sur son engagement. Et Michel Perrault a juste 20 ans de plus que moi. Et pourtant, on appartient culturellement à la même séquence, c'est-à-dire à la séquence de ces historiens qui ont été attirés par l'histoire sociale, avec des fondements plus ou moins marxistes, et ces choses-là se sont défaites dans les années 70. Moi, je date la fin de cette période, la fin des années 68, de l'assassinat de Pierre Goldman. Pierre Goldman, il a représenté énormément pour nous tous. Peut-être avez-vous vu le film Le procès de Pierre Goldman. Pierre Goldman, c'était le fils d'Albert Goldman et de Lena Soraczewska. Il se trouve que quand j'ai écrit ce livre, c'était Juifs résistants communistes, qui a été publié dans la première édition en 86, donc au siècle dernier, j'avais interviewé longuement et Albert et Yelena Soraczewska et sa mère. Tous les deux étaient des militants, elle surtout, elle était vraiment une communiste bien stalinienne, c'était des militants de la main-d'œuvre immigrée. Elle, Janina, a expliqué dans plusieurs films qu'elle était née en Pologne, à Łódź, dans une famille très religieuse, et qu'elle était en révolte, et qu'elle dit textuellement « j'ai choisi une autre, je me suis converti, j'ai choisi une autre maison de Dieu ». Donc il y a un caractère religieux dans son passage de la religion juive, qui était celle de la maison, très orthodoxe, au communisme. Or, en Pologne, quand vous étiez communiste et que vous manifestiez, surtout le 1er mai, on vous collait en prison.
Donc, elle a été expédiée en France. En France, elle a milité dans les rangs de la sous-section de langue polonaise auprès du comité central du Parti communiste. Car dans les années 20, le Parti communiste, qui était inquiet de voir toute cette classe ouvrière étrangère, c'est-à-dire les Italiens surtout, et puis les Polonais dans les mines, avait décidé qu'il fallait les organiser pour éviter qu'ils brisent les grèves et pour éviter qu'ils fassent de la concurrence aux ouvriers français. Il a donc créé la main-d'œuvre étrangère qui est devenue la main-d'œuvre ouvrière. Donc Janina était dans la section polonaise. Au début de la guerre, on la trouve servant d'interprète pour les mineurs de Saint-Étienne. Il y a des mines à Saint-Étienne aussi, pour les mineurs polonais de Saint-Étienne. Et puis, à la déclaration de guerre, elle fait partie de la catégorie des étrangers indésirables et elle est internée dans un camp qui se trouve tout près de la ville de Mende en Lozère, qui est le camp de Rieucros. Célèbre aussi, s'il y a des matheux parmi vous, parce qu'il y avait aussi la mère de Grothendieck, et que le grand mathématicien Grothendieck a fait son lycée au lycée de Mende. Et puis, à un moment donné, elle arrive à sortir, et là, elle va rentrer dans toujours dans la MOI, mais chez les Juifs. Pas chez les Juifs, chez ceux de langue yiddish, puisque les sections sont toutes des sections de langue et pas de nationalité. Et en 1944, elle rencontre Albert Goldman, je ne sais plus si c'est à Grenoble ou à Lyon, ils ont une love affaire, et Pierre naît de ces amours qui n'ont pas été des amours très durables. En 46 ou 7, 45 peut-être, Janina décide de retourner en Pologne. Albert Goldman était français, avait été naturalisé. Elle décide de retourner en Pologne, elle va emmener Pierre, et puis les camarades de la MOI l'enlèvent, et Pierre va rester chez Albert, et il va être considéré comme étant l'enfant d'Albert et de sa femme légitime. Il est très révolté, il trouve que mai 68 c'est ridicule, il va faire la guérilla en Amérique latine, il rentre, et là il rentre dans une sorte de banditisme, donc il fait un certain nombre d'attaques à main armée, il est arrêté pour ses attaques à main armée, et on l'accuse d'avoir assassiné les pharmaciennes du boulevard Richard Lenoir. Il y a un premier procès, et il est condamné à la prison à perpétuité pour les attaques à main armée et pour l'assassinat des pharmaciennes. Et quand il est en prison, il écrit un livre qui s'est vendu à mieux que les miens, à des dizaines de milliers d'exemplaires, Souvenir d'un juif polonais né en France, qui est un énorme succès. Et tout le monde se mobilise pour faire casser le jugement. Il y avait des fautes dans le jugement, et puis surtout, il y avait beaucoup d'antisémitisme, c'est les années 70. Et il y a un second procès où il est acquitté du meurtre, de l'assassinat des pharmaciennes et condamné à 12 ans de prison pour les autres attaques à main armée. Pour nous, pour ma génération, Souvenir d'un juif polonais né en France a été un livre révélateur. En 1979, dans le 13e arrondissement, du côté d'un endroit qui s'appelle la Poterne des Peupliers, Pierre Goldman est assassiné. On n'a jamais fait la clarté, d'ailleurs ni sur l'histoire des pharmaciennes, ni sur l'assassinat de Pierre Goldman. Mais les obsèques de Pierre Goldman ont été l'enterrement de mai 68 et l'enterrement des idées révolutionnaires d'une génération. 10-15 000 personnes qui ont suivi le cercueil. Mon fils Nicolas, celui qui avait 3 ans, puis 4-5 ans en Chine, avait 8 ans, était à l'école primaire.
je l'ai sorti de l'école pour l'emmener aux obsèques de Pierre Goldman, comme si c'était un membre de la famille. Alors que moi, j'étais encore dans l'esprit, après ça a bougé, mais j'étais encore dans la sacralisation de l'école, parce que c'est quand même l'école qui nous a permis d'être ce que mes frères et ma sœur et moi nous sommes. Donc l'école, on ne la manquait pas, donc je l'ai sorti de l'école. Et je ne le regrette pas, parce qu'il a vu Sartre et Simone de Beauvoir, hein, qui étaient dans la manifestation, et que ça a été la dernière sortie de Sartre qui devait mourir peu après. Donc on a enterré cette idée de révolution. Moi, je me suis senti pendant des années très coupable d'avoir été au service d'un pays totalitaire. Alors après, dans les années, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris du français à des Chinois, ce qui leur a permis, après, au moment de la libéralisation, de venir en France et de faire des fortunes. Donc en fait, voilà. Et ma dernière réflexion, la réflexion actuelle, parce que c'est une grande réflexion qu'on doit tous avoir, c'est quel est le poids de l'école et quel est le poids de cette éducation totalitaire. Tous les étudiants que nous avons eus ont grandi sous la Révolution. On grandit avec des idées simples qui étaient qu'il fallait obéir au parti, qu'il fallait servir le peuple, une espèce de scoutisme généralisé avec le modèle d'un personnage qui s'appelait Li Fang. Donc cette génération a grandi comme ça. Mais c'est aussi cette même génération qui a fait le boom économique chinois, qui s'est enrichi. En 2019, quand je prévoyais d'écrire ce livre, je suis retourné en Chine, là où, pour revoir les lieux, revoir la partie où on avait creusé les canaux d'irrigation, donc là c'est plus que des gratte-ciel, voilà. Revoir la filature de soie et revoir l'Institut. En l'espace d'un demi-siècle, c'est méconnaissable. Alors d'abord, le paysage est méconnaissable et le ciel est méconnaissable. Moi, j'avais adoré chez Simon Lès. Simon Lès, je fais un peu des allers-retours. Simon Lès, je n'ai pas lu Les habits neufs du président Mao. Je les ai lus avant d'écrire Les années chinoises. Mais en 1975, est arrivé dans notre tout petit groupe d'étrangers à Shanghai et à Canton, Ombre chinoise. Ombre chinoise, c'est un livre d'un humour ravageur sur notre bêtise, sur la façon dont les étrangers, en voyage organisé en Chine, gobent et admirent tout ce que les Chinois leur montrent. Et j'aime bien citer cette phrase quand Simon Lès dit « Féliciter la Chine de 74, pour son absence de pollution, c'est féliciter un cul-de-jatte pour avoir les pieds propres. » J'adore cette phrase. Et ce qui était sensible à Canton, c'est que ce ciel bleu, c'était devenu une espèce de purée marron, enfin cacadois, tellement la pollution était forte. Donc même le ciel, on ne connaissait pas. Et puis, alors qu'il y avait des cultures maraîchères qui allaient de la ville de Canton à l'Institut, qui était à 10 km de la ville, on n'était que dans des grands immeubles, quoi. Plus style américain. C'est-à-dire, vous savez, ces immeubles rectangulaires à 9 ou 10 étages, que vraiment dans des gratte-ciel. Et puis l'Institut était devenu Institut des langues étrangères et du commerce extérieur. Et je n'ai strictement rien reconnu. C'est-à-dire que la Chine, c'était un bouleversement total. Ma collègue Daniel Wollmann, qui avait écrit Triste grossesse avec moi, on venait de terminer de écrire Triste grossesse,
elle ne connaissait pas la Chine, elle m'a demandé, elle a fait le voyage avec moi. Et on a été invités de bancaire en bancaire, et notamment un ancien étudiant devenu milliardaire nous dit: j'ai 4 permis de conduire, j'ai 3 passeports, une grosse voiture. Il avait fortune dans l'import-export du matériel comme scanner, IRM. Donc ceux qui connaissaient une langue étrangère avaient la possibilité de travailler dans le commerce. Et on a fait avec lui les grands restaurants. Alors vous nous étiez invités à un banquet, on sortait les bouteilles de Bordeaux, alors que de notre temps il y avait que de l'alcool de riz ou de sorgho. Donc, et c'est les mêmes. Donc ça me fait beaucoup réfléchir sur ces questions d'endoctrinement et sur le fait que dès que la pression totalitaire s'effondre, les gens retrouvent autre chose. Alors, je vais terminer sur moi-même. En fait, je n'ai pas parlé de ces années chinoises au début de... Bon, j'ai été prof de lycée pendant 25 ans, je suis rentré au CNRS après, et en rentrant au CNRS, j'ai bien compris que si je voulais avoir la paix, parce que le milieu des historiens est à peu près aussi charitable que tous les autres milieux professionnels, il valait mieux pas la ramener avec le fait que j'avais été maoïste. Donc la première fois, mais je n'ai jamais caché, hein. Il y a même eu d'ailleurs un truc assez rigolo, une petite anecdote qui est que il y avait un grand laboratoire du CNRS qui s'appelait l'IHTP, Institut d'Histoire du Temps Présent, et où il y avait tous les grands spécialistes de la Seconde Guerre mondiale, Derrida, Rousseau et d'autres. Et un jour, il y a l'ingénieur de recherche du laboratoire, ça s'appelle laboratoire, qui sort une photo du voyage en Chine de 1970 du groupe de 25 personnes dont elle s'appelait Gabrielle Mick, dont elle était donc devant la maison natale de Mao, 70, tout le monde avec le petit livre rouge. Et elle dit: regardez où je suis. Tout le monde se penche sur la photo, ne la retrouve plus, il y en a qui dit: ah, c'est Annette. Donc ils me reconnaissent sur cette photo. Donc je n'ai jamais rien caché et je n'ose pas mentir. La première fois que j'en ai parlé, c'était quand j'ai fait des entretiens lors d'Exactitude avec Séverine Nickel. Donc il y a tout un chapitre sur la Chine. Et ce qui était intéressant, c'est que Séverine Nickel, je l'ai connue, elle était rédactrice à l'Histoire, la revue, le magazine d'Histoire, et puis maintenant elle est éditrice au Seuil, c'est mon éditrice au Seuil. Et je l'avais choisie, elle était à l'Histoire à l'époque, je l'avais choisie parce qu'elle est plus jeune que moi. Et je me disais, ben, pour la mémoire de la Shoah, vaut mieux avoir quelqu'un de plus jeune, pas né comme moi, dans les années qui ont suivi la guerre. Et aucun problème sur la mémoire de la Shoah, elle comprenait tout. C'est cet engagement. C'est-à-dire comment quelqu'un comme toi a pu faire ça. Et je dois avouer que moi-même, j'ai du mal à comprendre. Mais, ça a été pour moi une formation extraordinaire. Je n'aurais pas été l'historienne que je suis si je n'avais pas eu cette expérience. Sur un certain nombre de points très importants. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on comprend? J'ai beaucoup tourné sur Auschwitz et les gens se lèvent et disent: madame, on savait tout, ils savaient, il y avait un télégramme, il y avait... Bon. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on comprend? Nous, on n'était pas du tout aveugles. C'est-à-dire qu'on cherchait à comprendre. Et on cherchait à comprendre ce qui se passait à 500 mètres d'où on était. Et on n'y arrivait pas. On n'arrivait pas. Cela veut dire que quand vous avez un régime totalitaire, vous ne pouvez pas avoir la compréhension. Vous ne pouvez pas voir, même si vous voulez voir. Et que quand quelque chose est en mouvement, tant que le mouvement n'est pas terminé, on ne sait pas. Je pense qu'on vit 3 choses. On a vécu le Covid, rappelez-vous toutes les âneries qu'on a dites, enfin tout ce qui s'est avéré être des âneries qu'on a dit au début du Covid.
la croyance en la chloroquine, par exemple. Hein, c'est pas très loin d'ici, la Timone. L'Ukraine, ça fait 2 ans, on ne connaît toujours pas la fin de l'histoire. Et maintenant, les événements au Moyen-Orient, où on ne saisit pas toute la complexité par rapport à l'Iran, l'Irak, la mer Rouge, enfin, tout ce... Voilà. Donc ça m'a appris à essayer, à voir comment c'est difficile de comprendre et comment les choses sont compliquées. Et puis ça m'a appris aussi, et c'était au cœur du documentaire sur Simon Leys, qui est le côté moutonnier et le côté moutonnier et le fait qu'on a du mal à faire accepter quelque chose qui est quand même de l'ordre de la vérité, parce que il y a bien à chacun sa vérité, mais il y a aussi des vérités. Et que dans ces domaines-là, les intellectuels, dont je répète, je n'étais pas, on était des jeunes gens, les intellectuels et la presse ont une responsabilité considérable. Il faut quand même se rappeler que Le Monde, qui est le journal que je lis depuis ma classe terminale, que je continue à lire, a eu un correspondant, Alain Bouc, donc souvenir personnel. Mon mari parlait un chinois parfait, il était sinologue. C'est centralien, mais sinologue. Et on chopait des rapports qui étaient considérés comme des échelons ou internes. Et on avait eu notamment la première estimation de la démographie en Chine, où le chiffre qui était donné était 930 millions de Chinois, alors que le chiffre officiel était 800 millions. Alain Bouc passe à Canton, on dîne ensemble, et on lui explique. Bon, moi j'étais, par ma formation d'histoire géo, la démographie, les taux de natalité, de mortalité, je comprends et je voyais bien que le rapport était exact. Alain Bouc n'a jamais voulu entendre raison. C'est-à-dire qu'on lui disait, il ne voulait pas entendre raison. Dans le même temps, toujours le journal Le Monde, qui est mon journal, avait un autre correspondant, Patrice Debert, qui a acclamé l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh comme étant la libération. Et il y avait malheureusement, son nom m'échappe, mais un prêtre qui était au Cambodge, qui était passé en Thaïlande, qui écoutait. Comment il s'appelait? Pierre Dupuis. Pierre Dupuis. Non, un autre. Et qui alertait, qui essayait d'alerter, qui était revenu en France, qui essayait d'alerter, et comme Simon Leys, il n'a pas été entendu. C'est-à-dire, ce sont des voix. Simon Leys, c'était un sinologue, un écrivain, un peintre, c'était pas un homme politique. S'il est rentré dans l'arène, c'est parce qu'il a senti qu'il y avait une nécessité. Pas de compte-rendu de son livre, et il a fallu que la fascination pour la Chine diminue pour qu'enfin on l'entende avec cette émission extraordinaire chez Pivot, où il était avec Maria Antonietta Macciotti, qui avait écrit un gros livre de la Chine, qui était uniquement la transcription de ce que disaient les Chinois lors d'un voyage. Voilà, donc je vais peut-être arrêter là pour laisser un peu de temps à la discussion. Oui, bonjour, Jean-Michel Serres. Merci et bravo. J'ai deux petites questions vis-à-vis justement de la mémoire. Il y a eu la guerre de Corée. On ne parle jamais de la guerre de Corée, on parle du Vietnam, etc. etc. Et c'est comme s'il y avait un oubli de cette guerre de Corée. Est-ce que ça avait provoqué quelque chose ou rien? Et deuxièmement, comment vous expliquez
qu'on ait pu ne pas voir les conséquences en termes de mort du grand bond en avant. Est-ce que cette information n'a jamais filtré ou elle a filtré trop tard ou voilà. Alors pour la première question, j'ai envie de vous dire, ça dépend où pour la guerre de Corée. La guerre de Corée, c'est un peu compliqué, enfin pas compliqué, hein. Donc la guerre de Corée, le corps expéditionnaire international a pu aller en Corée parce que l'Union soviétique boycottait le Conseil de sécurité. Donc il y a eu un corps expéditionnaire de tous les pays, mais surtout les Américains quand même. Donc je pense que c'est un conflit dont on parle quand même un peu, pas tellement en France, dont on parle bien évidemment en Corée du Sud. Vous avez un énorme musée, et puis les conséquences du conflit sont toujours là, parce qu'il y a une Allemagne, mais il y a toujours deux Corées, avec de temps en temps l'idée que la Corée du Nord va déclencher un conflit. Alors, il y a un mémorial à la Corée, au corps expéditionnaire français en Corée, qui se trouve au métro Pont-Marie. Et comme c'est le métro où je descends quand je vais au mémorial de la Shoah, je vais tout de suite regarder, et de temps en temps, il y a des cérémonies, il y a les noms des morts en Corée qui sont gravés. Mais quand j'étais prof de lycée, on étudiait la guerre de Corée. C'est-à-dire quand on faisait l'histoire de la guerre froide, il y avait la guerre de Corée avec les avancées, les soi-disant volontaires chinois, les avancées, les reculs, et puis la ligne qui se fixe. Donc c'est quelque chose qui existe. La deuxième question... Comment on n'a pas connu... Alors, je pense qu'il y a une forme d'aveuglement, mais un autre souvenir qui est lié à l'Union soviétique. L'Union soviétique, elle commence à s'ouvrir relativement facilement dans la fin des années 50. À ce moment-là, vous avez un grand spécialiste de démographie historique qui s'appelle Dupaquier. J'ai oublié le prénom. Comment ? Jean-Baptiste Dupaquier. Il va en Union soviétique et il rapporte d'Union soviétique la première pyramide des âges. Alors, ceux qui ont, si vous vous rappelez vos souvenirs de lycée, et la pyramide des âges. Et dans la pyramide des âges de l'Union soviétique, on voit toutes les encoches de la Grande Terreur, de la famine en Ukraine, et lui arrive et il veut essayer de caser sa pyramide des âges dans les manuels d'histoire, où dans ce temps-là, c'est le temps où j'étais élève et après où j'étais prof, on avait toujours les grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Il n'a jamais réussi à faire admettre sa pyramide des âges. Et la mesure des morts du grand bond en avant, elle a été prise, cette mesure, quand il y a eu le premier recensement qui a été fait en Chine, je ne sais plus en quelle année, mais avec l'aide de l'ONU ou de l'UNESCO, je pense que c'est de l'ONU. Et là, quand on a la pyramide des âges, on voit plein de choses. Et en ce qui concerne la Chine, on voit aussi le déséquilibre garçon-fille, parce que jusqu'à tout récemment, à l'époque de l'enfant unique, quand c'était une fille, on s'en débarrassait. Donc la pyramide des âges, la démographie, c'est très intéressant. Mais moi, je me souviens avoir entendu Dupaquier raconter comment lui arrive avec sa pyramide des âges. Et un grand, enfin, il est considéré comme étant disons, le plus grand historien en démographie historique. Voilà, donc il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Et vous m'excusez, parce que je ne veux pas parler de ces choses-là, mais quand je sors de chez moi, que je vois une affiche avec marqué « Il y a aussi des lesbiennes palestiniennes », ce dont je ne doute pas, le mouvement LGBT++ soutient le Hamas. On sait que
ces mouvements-là, qui sont les mêmes qu'en Afghanistan, qu'en Iran, on sait, qu'ils ne sont pas très libérateurs pour la femme, et on sait très bien qu'ils exécutent ou ils assassinent les gays et les lesbiennes. On regarde ça, on est ahuri. Et j'ai pris la photo, tellement j'étais ahuri de voir cette affiche. Alors là aussi, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Et pourquoi on a besoin de ça pour éventuellement dénoncer et soutenir les Palestiniens? Donc ça, c'est du mensonge idéologique que je trouve stupéfiant. Je vous rassure, tous les gays, je vous rassure, tous les gays ne supportent pas le Hamas. Hein. Ça, je sais. Ça, je sais. Et toutes les lesbiennes non plus, je le sais aussi. Je vois un lesbienne. Comment? Non, je le sais aussi. Je ne dis pas tout, mais il y a un courant qui est stupéfiant. Merci pour ce très beau panorama d'une période d'une très grande richesse, mais j'ai l'impression que cette période est caractérisée par une relation assez particulière à la vérité. Comment construit-on la vérité? Est-ce qu'on arrive à croire ce que l'on sait? Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est ça aussi. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on voit? Tous les régimes totalitaires sont fondés sur des systèmes de propagande très exclusifs. Donc, vous n'avez pas le droit de dire, bon, c'est 1984, un des premiers livres sur l'Union soviétique d'un Yougoslave qui s'appelait Anton Ciliga s'appelle « Au pays du mensonge déconcertant ». Et c'est vrai que le mensonge est organisé et partout. Je dirais que dans nos sociétés, donc moi je ne fais pas partie de ces gens qui disent « Oh là là, vous vous rendez compte avec le woke, le machin, le truc, c'est le nazisme, on est dans des pays totalitaires ». Je ne fais pas du tout partie des gens qui pensent comme ça. Cependant, il y a quand même une pression, c'est-à-dire une difficulté à admettre la vérité, et puis une dissonance entre les discours politiques et la réalité. Et que l'on voit tous, c'est-à-dire chacun d'entre nous a un bout de société. On a tous, on fait des courses, on a besoin de faire réparer quelque chose, on a un vieux parent en EHPAD, on a un enfant à la crèche, des enfants à l'école, enfin bon. Donc on voit très bien que le discours politique ne correspond pas à la réalité. Et puis on voit dans plusieurs circonstances, on voit aussi que les journalistes n'ont pas envie d'aller, comme aurait dit Mao, à contre-courant, parce qu'on disait qu'on allait à contre-courant. Et c'est très dur d'aller à contre-courant. Voilà. Il faut être courageux, mais pas tellement non plus, parce qu'on risque pas grand-chose. Vous voyez, moi, mon petit libelle sur la fiche rouge, je vais totalement à contre-courant. Comment voulez-vous lutter contre Léo Ferré, contre la chanson de Léo Ferré? C'est pas possible. Comment voulez-vous lutter contre toute la machine qui s'est mise en route, 50 documentaires, 30 livres? Bon, je sais que je suis très largement inaudible. C'est pas du courage, parce que j'ai fait mon libelle, je me suis bien amusé, c'est intéressant, il est publié, j'en parle, donc je peux dire d'être courageux. Mais tout ce qui ne va pas dans le mainstream, on n'a pas envie de l'écouter. Et y compris les journalistes et les médias. Voilà, je voudrais savoir ce que vous pensez du spectacle Shen Yun, qui passe dans le monde entier. Et je crois que c'était un spectacle fait avec des artistes chinois.
Apparemment, il n'y a pas un grand monde de Chinois là-dedans. Ce spectacle n'est jamais présenté en Chine, ni même à Taïwan. Il y a beaucoup de publicité, beaucoup d'argent. Certains disent qu'il y a des dérives sectaires derrière. Est-ce que ce n'est pas un système de propagande contre le régime chinois? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je n'en sais rien, personnellement. Vraiment, moi je vois comme vous, enfin je vois, pas comme vous, parce que moi je prends le métro à Paris, et donc je vois bien les énormes affiches, chaque fois oh, je devrais aller regarder, mais j'ai pas de lumière. Alors ce que je pense quand même, c'est que c'est très inspiré des arts martiaux. Et en 2018, quand j'avais fait un voyage un peu touristique, j'avais visité l'école qui se trouve pas très loin de Loyang, où ils forment les enfants pour les films, pour les arts martiaux. Donc je sais pas. Alors je sais que... Alors c'est compliqué les dérives sectaires. Parce que vous avez un groupe qui s'appelle le Falun Gong, voilà, qu'on voit beaucoup à Paris parce qu'ils tractent. Et ils sont à la fois dans l'opposition au régime chinois, donc vous auriez envie de les soutenir. Puis en même temps, c'est vrai que ça semble un peu genre sec, mais j'ai pas de véritable lumière. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, en Chine, après une longue période qui a été une période d'une extraordinaire richesse en littérature, en cinéma, vous connaissez tous les films de Wong Kar-wai, en fait, une période formidable, des romanciers géniaux, Brothers, enfin, des choses extraordinaires. La Chine était dictatoriale, mais elle n'était pas totalitaire, ce qui n'est pas la même chose. Ça voulait dire que si vous ne vous mêliez pas de vouloir la démocratie et de lutter, on vous foutait la paix. La Chine redevient totalitaire. Pour moi, le totalitarisme se différencie de la dictature par le domaine privé. La dictature... Je ne suis pas en train de faire l'éloge de la dictature. Hein. La dictature, on vous fait la paix, on vous fiche la paix. On vous laisse chez vous faire ce que vous voulez, coucher avec qui vous avez envie, lire ce que vous voulez, regarder ce que vous voulez. On ne vient pas se mêler de ce qui se passe chez vous et de ce qui se passe dans votre tête. C'est quand on va se mêler de ce qui se passe chez vous, dans votre intimité et dans vos têtes. Et tous les... Alors, la chose extraordinaire, c'est que 1974-76, vous êtes dans un pays du tiers-monde, mais du tiers-monde. Pas de téléphone, par exemple. Nous, on a téléphoné une fois en France. Il fallait aller à la poste, commander. Donc, le tiers-monde du tiers-monde. Tiers-monde fermé. Vous allez 50 ans après, ou 40 ans après, ou 30 ans après, c'est à la pointe des technologies, et notamment des technologies de surveillance, avec les reconnaissances faciales, avec, je ne sais plus qui est-ce qui racontait ça, vous avez dans votre téléphone, si par exemple vous avez un découvert bancaire, toute personne qui vous téléphonera aura l'annonce que vous avez un découvert bancaire. Donc, ce qui n'est pas agréable. Donc, avec cette surveillance du net, avec le système Weibo, WeChat, donc une surveillance totale et qui est rendue aussi possible par cette chose inimaginable qui est qu'en 2 générations, la Chine est arrivée au top du progrès scientifique. Deuxième question. Qui veut le micro? Plusieurs amis que j'ai hébergés chez moi qui sont chinois, qui est allé au Japon, qui est allé au Cambodge, qui a été invité par François Conchot, prêtre,
C'était lui celui que je cherchais. C'est lui que je cherchais. Ses livres sont admirables. C'est lui que je cherchais. Je suis ému en disant ça parce que j'ai vu en Cambodge, à Pol Pot avec ma femme, le camp où des milliers et des milliers d'intellectuels, de Cambodgiens, un tiers de la population, portiez des lunettes comme moi, vous étiez en camp de concentration. Vous avez vu S21 à Phnom Penh? Pardon? Vous avez vu S21? Oui, c'est ça. François Ponchon m'a fait en moto dans le cœur de Phnom Penh. J'ai rencontré des étudiants, j'ai fait des conférences à Phnom Penh. Ma question première, c'est, les Cambodgiens m'ont dit, Pol Pot et d'autres, vous connaissez les noms, ont été formés à Paris, au quartier latin, ont rencontré des étudiants. Oui. À cette époque. Moi, j'étais trop jeune pour être à Paris et encore plus étudiant. Ça me choque qu'il y ait eu cette rencontre de maoïstes français avec des maoïstes, enfin, des clercs rouges qui ont tué, massacré des milliers de personnes, un tiers de la population, je répète. Enfin, donc, y a-t-il des liens entre, à l'époque, des Parisiens, étudiants français, avec Pol Pot ou des personnes qui étaient influencées par le maoïsme? Parce que dans ce cas-là, la responsabilité des étudiants français de la France est grande. Deuxième question et dernière. Je suis allé en Chine plusieurs fois. Bon, déjà cette première question. Je parle trop. Non, la réponse est très simple, c'est une question de chronologie. Donc la réponse est non. Parce que la génération de Khieu Samphan, enfin de ceux qui ont été mis en procès devant les chambres extraordinaires, tardivement, après avoir continué une carrière internationale, ils avaient étudié, disons, à la fin des années 50. Donc il y a un problème de génération, c'est pas exactement la même. Mais je ne me rappelle plus lequel avait fait une thèse à la Sorbonne. Et c'est pour ça que quand on parle du woke aujourd'hui, on oublie quand même qu'il y avait eu d'autres choses. Donc non, pas de responsabilité directe, pas de rencontre. À cause de la... je pense que s'il y avait eu 10 années, enfin si ces dirigeants avaient eu 10 années de moins, il y aurait eu la possibilité de rencontre. Voilà. Mais si vous voulez, quelqu'un comme Alain Badiou continue à trouver que les chiffres de morts, 50 millions de morts, c'est pas significatif. C'est très grave. Philippe Sellers, qui est très connu, a dit la même chose avec sa morgue parisienne que j'aime pas, et beaucoup d'intellectuels. Alors certains, quand même, avaient alerté. Simon Leys, il y a un très bon reportage dans chaîne Sénat que j'ai écouté, qui est magnifique. Ouais. Pourquoi, quand on dit la vérité, comme dirait un chanteur que vous connaissez, pourquoi, quand on dit la vérité, on est exclu dans des groupes qui sont fermés? Pourquoi, quand on est dissident, on est jeté en prison? Parce que ça dépend aussi du regard qu'on a sur l'autre. Voilà. Je pense que les amis chinois que j'ai hébergés chez moi à Brest, quand j'étais à Brest ou autre, on l'a très bien dit, les Français ont quand même détruit le palais d'été. Alors, ils me l'ont dit souvent quand je suis allé faire des conférences et des cours en Chine. Donc, peut-être que c'est exagéré, mais j'ai visité des lieux où ils m'ont dit, les Français, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit à cause d'une arrogance occidentale que j'ai entendue. Attendez, je termine juste 3 mots encore. Laissez-moi parler. Parce que je suis ému parce qu'il s'est arrivé au Cambodge en particulier. Et en Chine, 50 à 100 millions de morts à cause de Mao. Voilà, cet aveuglement, je pense qu'il faut lutter contre. Et donc être résistant comme Simon Leys. Je vous invite à regarder. Merci d'être venu pour dire que cette erreur que vous avez faite, vous la regrettez. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, madame. Elle a une question. Madame, vous avez été d'une grande franchise en évoquant l'évolution de vos convictions politiques. Maintenant, en France, nous ne sommes pas dans un régime totalitaire, mais du moins à ce jour. Je vais me permettre de faire un peu d'ironie ou de moquerie. Ne faudrait-il pas se méfier des intellectuels? Parce que parfois, ils ont les mots que n'ont pas les braves gens, et ils perdent tout sens pratique. Alors, je vais vous répondre oui. Bon, moi, je suis une historienne, je ne suis pas une intellectuelle, donc vous ne devriez pas vous méfier. Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Quand on regarde... alors, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que
l'époque des grands intellectuels, elle est quand même derrière nous. On n'a pas de Sartre, on n'a pas de Aron, on n'a pas même de Solers, de Barthes, alors, c'est bien ou pas bien, je pense à Barthes, Solers à cause de la Chine, bien sûr, mais Derrida, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on vous demandait de dire le nom d'un grand intellectuel, ça serait assez compliqué. Ça serait assez compliqué. Donc il faut effectivement se méfier. Mais en même temps, on a quand même besoin de gens qui réfléchissent. Le problème, c'est comment la réflexion est mise en action. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est aussi un peu anecdotique, mais pas tellement. Je ne sais pas si vous avez vu sur la 5 ce documentaire sur un homme qui s'appelle Adi Steig. Je vous le conseille. Adi Steig, que j'ai connu mais après. Adi Steig, j'avais un souvenir extrêmement vif du rapport qu'il avait fait au Conseil économique et social dans les années 90 sur les urgences. Donc il avait tout expliqué, comment les urgences étaient engorgées parce que le système médical des médecins de proximité ne fonctionnait pas. Tout était là. Rapport qui a eu suffisamment d'écho pour qu'on le voie à la télévision. 30 ans après, on vous refait un rapport. Rien n'a changé, donc comme dit la chanson Anard, c'est reculé que d'être stationnaire. Donc comme rien n'a changé, ça a empiré. Et pourtant, vous avez eu, c'est pas un intellectuel Adi Steig, c'est un grand médecin qui réfléchit, un médecin qui voit les choses telles qu'elles sont, qui les décrit, qui donne des solutions et rien. Donc voilà, donc on a besoin de gens qui réfléchissent, peut-être de gens qui connaissent et ensuite, on aimerait que ces choses-là soient transformées sur le plan du politique, sans être populiste, bien sûr. Mais ce qu'a dit Steig, il était un peu précurseur, dans la mesure où les urgences ne se posaient pas comme aujourd'hui. Le problème des urgences ne se posait pas comme aujourd'hui. Steig est passé pour un doux rêveur. Vous étiez médecin, hein, ouais. Mais je pense que le problème des urgences se posait déjà, pas beaucoup moins, mais ce qu'on a maintenant était déjà un peu là. Moi, je suis pas médecin, mais j'ai fréquenté les urgences avec des enfants. Donc c'est le souvenir des heures où on attend, du gamin qui s'est ouvert la sourcilière. Donc il faut bien qu'on le recouse, et vous ne pouvez pas le faire recoudre en ville, parce que plus un médecin travaille après 6 heures du soir et le week-end, et c'était déjà en germe. Mais bon, on ne va pas discuter de... Dans la mesure où les médecins ne prennent plus de garde, ça a changé complètement. Ça change. Oui, parce que vous avez un môme qui saigne, vous êtes bien obligé d'aller le faire recoudre. Et ça ne relève pas des urgences, normalement. Moi, j'aurais voulu essayer de revenir sur cette question du temps, parce que je pense que l'historienne nous a dit beaucoup de choses, d'abord sur sa formation, sur son cheminement, et à quel point, finalement, ce cheminement, aujourd'hui, lui paraît extraordinaire. Et ça, je trouve ça est très constructif. Donc, nous pouvons nous tromper, mais nous pouvons continuer à avancer. Mais la question que je me pose, est-ce que c'est au moment où un mouvement s'arrête que l'on commence à le comprendre, où il est derrière nous? C'est-à-dire, est-ce que être contemporain, ce n'est pas être condamné en partie à être aveugle? Première question. Et je pense qu'il y avait Georges Agamben qui disait qu'être contemporain, c'était voir l'obscur de son siècle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on nous donne à voir? Qu'est-ce que nous donne la presse à voir? La presse, nombre d'intellectuels,
le politique nous donne à voir les lumières, ce que nous devons voir, ce que nous devons regarder, mais il ne nous montre jamais l'obscur. Et donc, comment allons-nous apprendre à nos enfants à se méfier des lumières, de ce qu'on leur montre, pour essayer d'aller dans ce qui est caché, ce qui est dessous, voilà. Alors évidemment, on se pose la question de l'enseignement, ça c'est sûr, mais... Alors pour la première question, je ne suis pas passé de la Chine à autre chose. C'est-à-dire que j'ai vraiment consacré le temps et l'énergie qu'il fallait à essayer de comprendre ce qui m'avait amené, moi, à faire ce choix. C'est-à-dire quels étaient les éléments de ce que j'étais qui avaient fait que j'avais fait ce choix. Et je prends souvent une image un peu médicale en disant que j'allais curer l'abcès complètement. Donc, je ne suis pas passé d'un truc à l'autre comme ça arrive parfois. Maintenant, le contemporain, c'est vrai qu'on n'a pas les clés de tout. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est quand vous êtes totalement... quand vous avez le sentiment qu'il se passe quelque chose de vraiment important, que vous êtes devant un événement. Pour moi, ça a été le cas pour l'Ukraine. J'ai passé énormément de temps à lire et énormément de temps à regarder LCI, qui est bon pour lui, qui est bon sur l'Ukraine. Et à un moment donné, vous vous rendez compte que finalement, vous n'arrivez pas à savoir. On rêve, parce qu'il y a aussi le wish, enfin, ce qu'on aimerait. Le rêve, c'est que l'Union soviétique, que la Russie se délite de l'intérieur et que des gens comme Navalny et d'autres, enfin bon, ça c'est le rêve. Donc on guette tous les signes, on se dit ça y est, ils vont plus voir la conscription, les soldats, les cercueils, et finalement, en essayant de penser par soi-même, hein, mais vous êtes quand même dépendant totalement de l'information qu'on vous donne. Et ce qui me frappe dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on est surinformé tout en n'étant pas informé. Pas désinformé, pas informé. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qu'on aimerait savoir et qu'on ne sait pas. Et ce sentiment d'être bombardé d'informations en permanence et de ne pas avoir les informations, quelle est la situation réelle. Bon, on aimerait savoir en gros si l'Ukraine va gagner, quoi, pour être bon, ou si voilà. Et ça, on n'arrive pas à le savoir, même si on fait beaucoup d'efforts. Bien, écoutez, je crois que nous allons conclure. Merci pour cette formidable conférence. Je pense que voilà. C'est toujours un bonheur de vous recevoir. C'est toujours un